Mais des fois, si on va à des autos, en véhicule de luxe, des fois ça peut arriver, ou tout dépendant le quartier dans lequel que tu vas, ils se posent des questions. Tout à fait. Une Corvette, une Mercedes dans un quartier UP. Tout à fait, tout à fait. Ça, t'en as entendu des histoires comme ça? J'en ai entendu, puis moi, pour avoir déjà circulé dans des voitures de luxe, j'ai déjà été justement moi-même victime de ça. Wow. Dans les voitures de luxe, c'est clair qu'on est très hautement à risque d'être vérifié inutilement. What's up, Montréal? Hello, hello, bonjour. Sacafet, hola, comment estás? On a toutes, c'est international. Luigi on the go encore une fois. Et oui, comme vous avez pu voir dans mon dernier vidéo, on s'en va par là. Hein? On s'en va par là. On s'en va par là. Comme vous pouvez voir dans mon dernier vidéo, j'ai un bureau mobile, c'est là que je vais faire mes entrevues. Et un de mes premiers invités est nul autre qu'un ami, ça fait longtemps que je connais. Je le connais sous le nom de Spook. Ouais. Mais c'est Alberto. Spook, c'est la même personne. A peut-être une différente personnalité, dépendamment de la situation. Des fois, c'est drôle, hein? Mais des fois, je me pose la question. Quand je dis Alberto, je dis c'est qui? C'est ça, exactement. C'est vrai. Mais Spook est un ancien un rapper depuis tous les temps. Je peux pas dire un ancien, j'aime pas ces affaires-là, le vétéran old school. Ou rapper, c'est dans le temps, le hip-hop est dans le temps, right? C'est ça, un ancien artiste. Un ancien artiste, ouais, c'est ça. C'est pas un artiste, point. Point, exact. So, Spook a eu une carrière de rap avec mon cousin, entre autres, Fléau. Yes. Et d'autres individus. Parlons. Ouais, c'est vrai. On va aller par là. On va faire les touristes dans mon auto. Ça va. Voilà, c'est bon. Ah, tu vois, mon intuition. So, c'est ça, Spook il faisait partie d'un groupe qui s'appelait... Mike Alorea, bien sûr, avec La Rock, Lestigat, Rest in Peace d'ailleurs. Yes. Paix à son âme, puis Exorde, c'est-à-dire Profane, et Slinky, Fléau. Ça, c'était la belle époque. Le Mike Alorea. Et vous avez même ouvert un studio à un moment donné. Le Dungeon Studio. Le Dungeon Studio, que je me rappelle avoir été sur la rue Saint-Jacques. Oui. Est-ce qu'elle est déplacée une couple de fois, le studio? Une fois, oui, on était sur la rue Saint-Jacques, plus vers l'ouest, vers le Burgundy. Puis ensuite, on est venu juste en face du Centre Bell. Les belles années, il y a beaucoup de monde, beaucoup d'artistes de Montréal qui sont passés par le Dungeon Studio. Attends, t'avais un bureau devant le Centre Bell? Ouais, le studio devant le Centre Bell. Juste comme ça, là? Ouais. Wow! Juste comme ça. C'était proactif, là. Ah, c'était magnifique. So, ça marchait bien pour avoir ce genre de studio-là. Puis là, tout d'un coup, tout le monde a décidé de faire un changement de carrière. Et toi, tu as décidé de faire... Moi, j'ai décidé, la vie a fait en sorte que je suis devenu pompier. Ouais. C'est un amas de circonstances, en fait, là. OK. C'était pas un rêve d'enfance ni quoi, c'était un choix intelligent. OK. C'était arrivé à la croisée des chemins, comme on dit. L'affaire était chaude, so t'as décidé d'être pompier. You know? C'est exactement. Les affaires étaient chaudes, il fallait que je devienne pompier. I got you, I know what I'm saying. Un plus un, I know what I'm saying. J'ai dit qu'est-ce que j'avais à dire sans le dire. Ouais, exactement. Non, mais c'est ça que ça... À un certain point, quand t'es un gars qui a vécu dans Rivière-des-Prairies, Montréal-Nord, que t'as côtoyé tous les gars, de toutes les sources possibles, t'as pas épargné, j'ai pas épargné à toutes ces influences, ces mauvaises influences-là. Donc j'ai participé, puis tout ça. Donc une fois, à un certain point, t'arrives à la croisée des chemins, parce que tu te rends compte que finalement, dans le street, il n'y a pas de fonds de pension. Là. Non. Qu'est-ce que tu vas faire à ta retraite, là? Tu vas pas être en train encore de slang. En fin de compte, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas de retraite. Et donc, tu peux pas assurer une certaine prospérité. No. Donc, à un certain moment donné, quand la vie fait en sorte que tu arrives à la croisée des chemins, là, c'est là que tu dois faire un choix intelligent. Puis moi, mon choix, c'était justement de devenir pompier. C'est une drôle de coïncidence, là, parce que c'est un jeune black de mon quartier qu'un jour il m'a dit, pendant que justement on était sur le corner en train de kicker quelques verses, en train de rapper, lui il me dit, oh, je vais devenir pompier, je suis inscrit à l'école. Wow. Je lui dis, ah, t'as félicitations, le gros, lâche pas. Fait que, mais plus tard,
c'est revenu, c'est resté dans l'esprit, tout ça. Mais pourtant, il y avait d'autres gens, là, quand on était plus jeunes, il y a d'autres pompiers qui sont venus à l'école nous parler du métier. Mais c'était quoi? C'est des gens à qui je ne m'identifiais pas, c'était des hommes blancs, tout ça. Donc, ils n'étaient pas à mon image, donc je ne pouvais pas m'identifier nécessairement à eux, malgré que c'est quelque chose qui aurait pu m'intéresser à l'époque. Donc, ce qui m'amène à dire qu'aujourd'hui, s'il y a un problème dans un domaine, exemple dans le domaine que je suis en service incendie, il n'y a pas beaucoup de minorités visibles. Il n'y en a pas beaucoup? Ben non, du tout. On est quoi, peut-être on est peut-être 12 noirs aujourd'hui. Moi, je ne veux pas. Moi, j'étais rentré, j'étais le 8e. Ça, il y avait deux poignées de main, that's it. Ouais, exactement. Wow. Mais c'est dû à grandement du fait du manque de représentativité. Vu qu'on ne se voit pas dans ce domaine, on n'est pas attiré à aller vers ce domaine-là. Donc, il faut qu'on se perçoive là-dedans. Donc, pour qu'on se perçoive là-dedans, il faut qu'on se sente représenté. Donc, on fait donc, depuis que je suis rentré dans le service, je travaille sur des différentes façons, justement, pour attirer la diversité dans en mettant sur pied, on a mis sur pied un comité de diversité et inclusion. C'est quelque chose, une intégration juste ou équitable ou participation juste et équitable des opportunités en fin de compte. Oui, mais en fait, non seulement d'être équitable, on fait des activités qui visent les minorités visibles, qui sont vraiment principalement pour eux. Donc on fait des activités dans les écoles, on fait même des activités mobiles dans les centres de jeunesse, dans les places. Et on organise des journées de try-out, de portes ouvertes, là, si on veut. Cool. Une fois par année. Au centre de formation à Laval. Au centre de formation à Laval, à Lupic. C'est beaucoup de choses qu'on fait. Mais une autre chose aussi que tu fais qui est aussi particulier, c'est le club de moto que toi avec tes amis ont ou amis. Hilarious Riders. Hilarious Riders. Cette année, en passant, je t'avais dit que je voulais m'acheter une Can-Am. Je sais pas, j'allais être accepté avec mon Can-Am bébé. Une Can-Am, c'est très difficile, mon ami. T-Rex? Oui, T-Rex. T-Rex. Il y en a dans le club? Oui, on a des T-Rex. All right, OK. So, une T-Rex là-bas. Ouais. OK. Non, Hilarious Riders, écoute, c'est un club qui est là depuis 1999. On a un club qui est principalement axé sur l'activité communautaire. Par défaut, puisque une grande partie de nos membres font partie de la communauté noire, nos activités communautaires sont peut-être 75% dirigées vers la communauté noire, mais on intervient dans un peu toutes les facettes de la société. On fait des missions humanitaires, on va en Haïti, on est dans la reconstruction de certaines écoles. On fait ici, donc on distribue des repas pour les personnes vulnérables ici, donc de toutes les communautés. Exact. Pour la société en général. Exactement. On fait des activités avec les enfants, et on donne des cadeaux durant le temps de Noël, avec notre programme des petits lutins. Donc énormément de trucs que Hilarious Riders. Le programme des petits lutins? Oui. Ah, c'est cool, c'est cute comme nom. C'est ça. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on invite n'importe qui veut donner un cadeau à un enfant qui est peut-être d'une famille qui est moins aisée. Nous, on prend les demandes des enfants qui s'écrivent une lettre. Puis là, les petits lutins, qui sont les membres de Hilarious Riders, vont venir à Noël faire la distribution des cadeaux à ces enfants-là. À travers les gens, exemple, toi, qui veux faire un cadeau à un enfant, ben, nous, on prend une des lettres des enfants qu'on reçoit, puis on dit, bon, tu vois, Luigi, on a un enfant qui veut tel cadeau, ben toi, c'est toi qui fais le cadeau, puis nous, les petits lutins, on va faire la livraison de ça. Nice. Donc, il y a plein de programmes comme ça qu'on fait. Donc, Hilarious Riders, c'est plus qu'un club, c'est un mouvement. On est là vraiment pour élever la communauté, puis... c'est un club de moto, mais qui s'implique de façon sociale. Oui, je pense que pour nous, je peux pas dire qu'est-ce qui est plus important, si c'est l'implication sociale ou la moto. La ligne est mince entre les deux. Non, c'est sûr, une fois que tu commences à avoir l'âme charitable, ça devient contagieux. Mais ça. Je te jure. Mais je crois que moi je le vois en toi, puis moi je crois que tu l'as vu en moi. Moi je suis comme inconditionnel. Si je suis capable, je le fais, mais ça devient contagieux. C'est comme une espèce de drogue. J'ai fait ma première mission humanitaire en 2010 en Haïti, suite au tremblement de terre. Puis tu vois, je devais le faire avec le service d'incendie. Puis malheureusement, le gouvernement fédéral a cancellé toute l'aide provenant du Canada. Donc moi, j'avais la pression de ma communauté, justement.
puis je me suis quand même organisé pour y aller seul. À travers des organismes et tout ça, c'est un gros périple qui serait trop loin à expliquer. Mais bref, j'ai passé par Miami. Ensuite de Miami, j'étais à Saint-Domingue. Puis Saint-Domingue, j'ai loué une voiture pour aller en Haïti. Et là, je suis tombé sur des médecins humanitaires. Vu qu'on se promène, il fallait que je une belle petite BM décapable. Je vais faire un report avec un ami canadien comme ça. So, exact. Bref, quand j'ai fait cette mission-là, c'est durant le tremblement de terre. Fait que c'était vraiment exceptionnel comme situation. Quand j'étais là vraiment 10 jours après le tremblement, il y avait encore les décombres, puis les morts dans la rue, puis les gens dormaient vraiment dans la rue, dans les intersections là. C'était vraiment particulier. Puis c'était la première mission que je faisais. Je suis tombé sur un gars que lui aussi, il faisait des missions depuis les années 4, depuis le 11 septembre. Puis il m'expliquait comment que c'est contagieux. C'est pas contagieux, mais plutôt tu peux pas t'en passer là. C'est addictif. Quand tu commences à faire quand tu fais du communautaire, puis tu t'embarques là-dedans, ça donne une drive, puis tu peux pas arrêter d'en faire. Puis effectivement, lorsque je suis revenu de cette première mission-là, j'ai pas arrêté de faire des missions humanitaires depuis là. C'est pour ça que maintenant, Hilarious Riders, on continue dans cette voie-là. On fait des missions humanitaires en Haïti. On a l'intention d'aller au Bénin également, prévu pour l'année prochaine. Mais là, avec tout ce qui se passe, tout est remis en question. Exactement. On va voir. So là, moi et toi, on va se garder occupés cette fin de semaine, le 5 juillet, dans une autre cause sociale qui est très importante. Parce que en tant que motocycliste, je crois que ça t'est déjà arrivé de te faire questionner ou interroger, right? Tout à fait, tout à fait. Par la police ou des drôles d'échanges, et se questionnant, est-ce que c'est ta moto? Est-ce que c'est déjà arrivé des affaires comme ça? Mais en fait, tout motocycliste, toute race confondue, pour te dire qu'ils se font checker. Ça, sans arrêt. Ça, c'est clairement du profilage véhiculaire. Véhiculaire, j'aime ce mot-là. Véhiculaire, je vais le mettre dans mon vocabulaire, celui-là. Non, je le prends celui-là. Donc, c'est vraiment à cause du véhicule. Dès que tu es en moto, je pense que tu te fais vérifier. Ça, je pense que c'est toute race confondue. C'est pas vraiment un problème. C'est pas vraiment un problème, je veux dire, c'est pas vraiment visé. Visé, exact. Mais des fois, si on va à des autos, en véhicule de luxe, des fois ça peut arriver, ou tout dépendant le quartier dans lequel que tu vas, il se pose des questions. Tout à fait. Une Corvette, une Mercedes dans un quartier UP. Tout à fait, tout à fait. Ça, t'en as entendu des histoires comme ça? J'en ai entendu, puis moi, pour avoir déjà circulé dans des voitures de luxe, j'ai déjà été justement moi-même victime de ça. Dans les voitures de luxe, c'est clair qu'on est très hautement à risque d'être vérifié inutilement. Mais en fait, moi, je crois que l'événement qu'on va faire le 5 juillet, c'est-à-dire dimanche prochain, d'ailleurs, on vous attend, on va mettre ça au clair, là. On va faire l'annonce claire. Toutes les informations vont être dans le descriptif en dessous de cette vidéo-là sur YouTube et les réseaux sociaux, et l'affiche va passer à ce moment-là comme... Voilà. Et on est revenu. Donc, moi, je le mentionne, dimanche le 5 juillet 2020, on va avoir une ride qui s'appelle Driving While Black, noir au volant. Le but de cette ride, c'est pour dénoncer le profilage racial qui se fait envers les Noirs qui sont au volant de voitures de luxe. Et il va y avoir 2 points de départ. Un au coin de la rue Trianon et Sherbrooke. Pour ceux qui savent, c'est en face de la place Versailles, à côté du métro Radisson, de l'édicule du côté sud de Radisson. Donc, c'est là le point de rencontre pour le départ. Et le deuxième point de rencontre pour le départ est dans l'ouest de l'île, dans le Walmart Kirkland, dans le stationnement du Walmart. Là, on va tous se rendre, les deux pelotons vont se rendre, les deux convois vont se rendre au stationnement incitatif près de métro Namur, proche du Orange Julep. Donc, on dit souvent que les Noirs au volant de voitures de luxe... On va continuer un petit peu, je vois pas la personne. Oui, c'est ça. Les Noirs au volant de voitures de luxe ont beaucoup de chances de se faire vérifier. Mais moi, j'ai conduit des belles voitures, j'ai conduit des minounes. Puis je me suis rendu compte que ça revient au même. Que ça soit une minoune ou que ça soit... Ouais. Ouais, en tout cas pour moi. Puis que je sais pas, que j'ai les cheveux longs ou des cheveux courts, ça revient au même, je me fais vérifier quand même. Donc je sais pas si c'est... Oui, j'admets que la voiture de luxe va quand même attirer beaucoup plus.
Mais le noir attire quand même, point. Que tu sois en veston cravate ou que tu aies une casquette. Ouais. OK? Selon moi, c'est pas... C'est comme non... Pour des gens, on dirait que c'est non conventionnel que tu sois derrière un volant. Point. Pas n'importe quel... Ouais, point. Point. Parce que j'aurais pu penser que c'est seulement les voitures de luxe. Ouais. Mais non, moi, j'ai une Matrix 2006. Puis je me fais vérifier. Et donc, avec mon logo... Autant que la moto. Ben, oui, ben... Pas autant que la moto. Okay, la moto, c'est beaucoup plus souvent. Mais ça, comme je dis, la moto, ça, c'est normal parce que toutes les motocyclistes sont victimes de ça. Mais la Matrix. Mais la Matrix, oui. Et pourtant, c'est pas une voiture de luxe, c'est une 2006. Là. Et j'ai déjà eu des voitures, des Infiniti, puis c'était la même chose. Je me faisais vérifier aussi. Là. Donc, pensant que m'échapper de ça, j'étais avec une voiture moins flashy. Ouais. Ça n'a rien changé. Là. Mais quand tu te fais arrêter, est-ce que c'est les questions ou les intentions ou la raison? Tu vois, j'essaie de voir, tu comprends? Les questions, des fois, peuvent être bizarres. Les intentions, ils sont questionnables. Oui. Est-ce que c'est lequel de ces choses-là qui te rend inconfortable ou bizarre? En fait, là, c'est quand tu vois que le motif était farfelu. OK. Tu me dis, puis tu les connais, on les connaît tous. La dernière fois que ça m'est arrivé, ça fait pas si longtemps. D'ailleurs, j'étais avec une fille dans la voiture. On s'en allait faire une pratique pour un gala de Hilarious Riders. Puis je roule sur l'autoroute, puis je vois une voiture de SQ à côté de moi. Je lui dis à la fille, je te garantis qu'il va nous couler. Elle me dit, c'est quoi le rapport? Pourquoi tu me dis ça? Et effectivement, 5 minutes plus tard, on est arrêté. Boum. Puis juste la façon qu'il m'a regardé, tu sais quand quelqu'un te regarde, oh, tiens. Un poisson. Je vais l'avoir. C'est ça, là. C'était gratuit. C'est gratuit. Puis voilà, puis effectivement, oui, c'était la même chose. Ah, le véhicule est immatriculé au nom d'une dame. Oui, effectivement, et tous les autres. Vous faites toujours ça. Toutes les voitures qui sont immatriculées. C'est quoi la question? C'est qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça, je suis sur l'autoroute, là. Je suis sur l'autoroute, là. C'est pas, je suis pas dans un quartier résidentiel que tu es suspect ou quoi. Tu m'arrêtes sur un highway. Pour ça comme excuse, finalement, pour me dire ok, merci, bonne journée. Et d'ailleurs, tout ça, c'est vraiment aberrant parce que il y a un gars qui me disait, un ami proche du club de Hilarious Riders, qui est chauffeur d'autobus, et il nous dit, au volant de son autobus, de la STM, il s'est déjà fait questionner par rapport si c'est vraiment, tu conduis si c'est vraiment employé de la STM. C'est une insulte. Donc c'est même pas la voiture. C'est le noir au volant. Attends une minute. Oui, c'est comme un peu. Il conduit l'autobus. Il conduit l'autobus. Il y a la chemise bleue, le petit shirt d'été. Il s'est fait arrêter par la police pour se faire vérifier. Est-ce qu'il a entamé quelque chose avec ça? Ben, j'ai pas vraiment demandé par rapport à ça. Mais c'est ce qu'il nous disait justement lorsqu'on a affiché l'événement noir au volant. Il a répondu comme ça, ben oui, moi en tant que chauffeur d'autobus, je me suis fait vérifier déjà par la police pour voir la légitimité d'être chauffeur d'autobus. Donc, c'est plus que... Ça va plus loin que juste... On en aurait tellement d'histoires comme ça. Oh, c'est incroyable, c'est incroyable. Puis, il y a un de mes collègues qui me disait dernièrement, il dit... combien de fois tu t'es déjà fait vérifier dans ta vie, inutilement, avec ce genre de raison. Puis, j'étais stupéfait de vraiment pas être en mesure de répondre parce que ça fait trop de fois. Tu peux pas me demander dans ma vie. Si tu peux me demander dans une année... OK, mais dans ma vie, je peux vraiment pas dire parce que maintenant, ça a vraiment diminué, mais c'est encore là. C'est encore répétitif. Mais quand j'étais plus jeune, c'était tout le temps. Donc, je peux même pas dire combien de fois, alors que lui, il me dit, moi, ça m'est jamais arrivé. Jamais. Comme c'est une affaire ça se peut pas. Ben voilà, c'est ça la réalité dans laquelle on vit. Et quand les gens disent, oh bon, encore. Puis des fois, moi, dans mon domaine, je travaille avec la police beaucoup, donc je peux avoir aussi des échos de ce qui se passe dans leur tête. Donc j'entends, bon, surtout dernièrement, il y a beaucoup d'actions qui se fait contre les injustices. Puis j'entends souvent des policiers qui disent, bon, on en a plein les bottines. On en a plein les bottines. Ben écoute, nous aussi, on en a plein les bottines. Imagine, ça fait quelques mois qu'on manifeste, quelques semaines qu'on manifeste. Nous, cette injustice-là, on la vit toute notre vie. C'est cumulatif, nous autres. Ça, c'est de toute notre vie. Parce qu'on n'en a pas toutes nos bottines, nous aussi, là. Fait que quand que les gens disent, oh, on fait trop de manifestations, trop ci, c'est ça, on dérange la société. Mais posez-vous la question, est-ce que la société fait quelque chose vraiment pour changer les choses? Moi, je pense qu'il y a des choses qu'on pourrait faire simplement. On parle de racisme et tout ça, tout ça. Si vraiment
si vraiment les sociétés veulent arrêter de jouer l'hypocrite avec nous, puis veulent prendre la chose au sérieux, pourquoi qu'on met pas ça comme condamnable de crime? Le racisme, si un individu a du racisme envers toi, un citoyen envers un citoyen, ok, c'est un crimineux, voilà, ça peut être condamnable. Mais si une institution fait de la discrimination, fait du racisme envers toi, ben ça, il doit avoir des conséquences très graves qui doivent être faites. Parce que si c'est démontrable, c'est prouvable, il doit avoir des conséquences, que ce soit la police, que ce soit un employeur, que ce soit un organisme public, si on peut démontrer que c'est du racisme qui a été exercé, il faut que ce soit condamnable. Tant et si longtemps qu'il n'y a pas de sanction allouée à ça, ça va continuer. On va continuer à faire semblant que, oh oui, ça se développe, ça va bien. Non, il faut des sanctions. Il faut que les gens qui font du racisme sur Internet gratuit ont des peines, qu'ils se fassent arrêter, qu'ils payent des amendes, qu'ils fassent du temps. Là, on va faire face, on va vouloir vraiment régler le problème. En attendant, on fait juste rire de nous. Là. On n'est même pas encore capable de dire les vraies choses. Moi, je vais dire quelque chose, 2 points que tu m'as fait flasher de te partager, parce que je fais des conférences aussi dans les écoles. Et il y a quelque chose que j'explique aux gens. J'ai dit, les questions n'est pas le problème, la réponse n'est pas le problème, c'est ton refus de ma réponse qui est le problème. C'est que d'où que je viens, c'est quoi l'auto, c'est pourquoi ça. Je veux dire, je te donne une réponse, je veux dire, à moins que je suis louche au volant, puis j'ai un arme, puis je bois de l'alcool, puis il y a du monde tabassé dedans qui sont kidnappés, attachés. Mais je trouve que c'est ça, c'est comme une partie de la société, parce que c'est ça le deuxième point, c'est qu'on fait partie de cette société-là. C'est pas comme si il y a la société, puis il y a nous. Tu vois ce que je veux dire? Puis on fait partie de cette société-là. Collectivement, on veut le mieux pour tout le monde, pas juste pour un certain groupe qui sont tannés. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait. Parce qu'on est dans cette société-là, puis on est partie intégrante de où on est dans notre environnement. Tu sais. Tout à fait. Mais je crois que malgré tout ce qu'on peut dire, puis souvent j'entends, il y en a qui disent, oh ben moi aussi je suis de telle nationalité, je suis victime. C'est vrai, on est tous victimes. On est tous victimes. Malheureusement, nous les Noirs, on l'est plus. On a toujours plus été, puis tant et si longtemps que les vrais changements ne se font pas entendre. Donc, si les Noirs réussissent à atteindre un certain niveau de justice, tous les autres peuples racisés vont bénéficier. Parce que c'est nous qui sommes les plus victimisés. Donc, il faut arrêter de penser que c'est un mouvement qui est seulement pour les Noirs. C'est pour l'injustice. Il faut enlever la pensée de, bon, Black Lives Matter. Non, c'est contre l'injustice, point. Tout ce qui se passe présentement, là, c'est pas le mouvement Black Lives Matter, c'est une autre conversation qu'on découvre à la longue. Exact. Des petits détails. C'est ça, parce que la réalité, c'est l'injustice. C'est l'injustice qui est institutionnalisée, qu'on nous met toujours dans notre face, à travers des statuts, à travers des noms de rue, à travers des histoires qu'on nous raconte à l'école. C'est toutes des choses qu'on nous enseigne. Les gens sont formatés à être racistes. Donc, puis quand je dis les gens, parce que nous-mêmes aussi, nous le sommes, juste avec les réflexions qu'on a nous-mêmes. Ne pas acheter cette auto, pas aller dans ce quartier. Entre nous aussi, on se questionne. Je ne vais pas te faire confiance parce que, puis je suis content que ce soit un Italien qui a fait mon sous-sol. Ben pourquoi ce ne serait pas un Black de ma communauté? Pourquoi je ne serais pas aussi fier? Tu comprends? Avec tout ça, on institutionnalise à voir les autres plus... meilleurs que nous. C'est comme il faut que en fin de compte, tout le monde se déprogrammer un petit peu. Tu sais, avoir une fondation, se déprogrammer pour se rééduquer en fin de compte. Exact, c'est ça. Hey, j'ai aimé notre petit parcours ici. Donc, on rappelle l'événement, l'adresse, l'information. Donc, c'est le 5 juillet 2020. Ça va se faire à 2 endroits, 2 départs et 1 point d'arrivée. C'est la caravane Driving While Black, noir au volant. C'est à midi de chaque côté dans l'est de Montréal, c'est-à-dire au métro Radisson en face de Place Versailles, au coin de Trianon et Sherbrooke. À midi, le rassemblement. Le point de départ dans l'ouest va être au Walmart Kirkland, dans le stationnement du Walmart, à midi également. Et les 2 convois partent à 1h pour se rendre au stationnement incitatif dans la rue, plutôt sur la rue près du stationnement incitatif de la STM de Namur. Donc si vous êtes là, vous n'avez qu'à suivre le peloton et vous allez arriver à destination. Vous allez être encadré par les riders de Hilarious Riders, bien sûr, pour la ride, pour vous ouvrir le chemin. Et bien sûr, tout cela va être supervisé par le SPVM pour essayer de faire une bonne circulation. Donc, on vous attend
Right? Et toutes les informations vont être dans le descriptif en dessous de cette vidéo-là. Partagez, commentez et abonnez-vous. Et n'oubliez pas de peser la petite cloche sur mon channel YouTube, Luigi on the Go. C'était Spook, mon nom c'est Luigi on the Go, collection plurielle, toutes les informations dans le descriptif encore. Et on se voit le 5 juillet. Pour plus d'informations, il va y avoir tous les liens des organismes impliqués, que ce soit dans l'Est et le CRAR aussi, qui vient aussi à la défense des personnes qui ont été victimes d'injustice. Alright? Peace! Gotta go. Hilarious.